Bonjour Jean-Michel Hanave. Bonjour Pierre. Emmanuel Macron a été élu président de la République et il a choisi de nommer à la tête du ministère nouvellement nommé Transition écologique et solidaire, Monsieur Nicolas Hulot. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix finalement ? Nicolas Hulot, c'est quelqu'un de connu dans la société civile et ça a été longtemps un écologiste de type opposant du côté des Antilles. Maintenant qu'il est ministre, il va devoir, comme il a très bien dit lors de son investiture, passer dans le camp de ceux qui font, de ceux qui agissent, de ceux qui réalisent. On va le voir. Il doit être capable de concilier écologie, respect de l'environnement, économie. Il a aussi la carrure pour ne pas succomber aux modes, aux diverses idéologies, aux intérêts financiers des lobbies renouvelables. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Pour moi, une nomination comme celle de Corinne Lepage, qui était aussi pressentie, aurait été plus inquiétante. Pourquoi cela ? Sa vision de l'écologie, pour moi, à la fois partiale et quelquefois partielle. Partiale parce que c'est une avocate de l'environnement qui gagne sa vie en plaidant des causes souvent antinucléaires. Elle l'a fait encore récemment contre des intérêts français aux côtés de clients ou de plaignants suisses qui voulaient s'attaquer à la centrale EDF de Bugey. Et puis partielle. Je l'ai vu à plusieurs reprises faire cette erreur de croire que les coûts du nucléaire sont très compétitifs uniquement parce qu'on ne compterait pas les coûts futurs de démantèlement et de gestion des déchets. C'est pas ce qui est dans les rapports de la Cour des comptes, ils sont bien inclus et malgré ces coûts futurs, le coût du nucléaire est compétitif. Donc c'est pour ça que j'ai une petite préférence pour Nicolas Hulot, mais comme le président Macron d'ailleurs, puisque c'est lui qui l'a nommé. Et pourtant, M. Nicolas Hulot vient d'affirmer que la baisse de la part du nucléaire dans notre mix énergétique était l'une de ses 3 ou 4 priorités du mandat. Oui, c'est vrai, mais avec une nuance qui n'a pas dû vous échapper, c'est qu'on est passé de la loi de transition énergétique à ce nouveau ministère qui s'appelle Ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est une nuance importante, ça montre bien que dans l'esprit du président, en tout cas, qui fait la distinction entre énergie et écologie. C'est pour moi une très bonne chose parce que c'est pas l'énergie qui est en jeu, c'est bien l'écologie. L'énergie en fait partie, mais le but c'est de faire en sorte qu'on s'attaque au réchauffement climatique, aux émissions de CO2. Et donc cette clarification, qui est importante à mon avis, elle devrait permettre de rectifier quelques erreurs du quinquennat précédent. De quelles erreurs vous parlez ? Je parle notamment des erreurs que je considère, moi, des erreurs, celle de la loi de transition énergétique de 2015. Cette loi, elle ne s'attaque pas aux émissions de CO2. Or, c'est ça le combat aujourd'hui. Cette loi, elle s'est fourvoyée dans une lutte anti-nucléaire et dans des mesures anti-électricité. Elle se trompe de cible, pour moi, cette loi de 2015. L'électricité, aujourd'hui, dans notre pays, elle est déjà décarbonée à plus de 90% grâce au nucléaire, l'hydraulique, le photovoltaïque et l'éolien. Donc, c'est pas là qu'il faut chercher des actions en faveur du climat. Où est-ce qu'on produit notre CO2 dans notre pays ? C'est essentiellement à partir du pétrole, et notamment celui qu'on brûle dans nos véhicules, et puis à partir du gaz, celui qu'on brûle dans nos habitations pour se chauffer, et puis un petit peu à partir du charbon qui reste encore à l'état de quelques pourcents. C'est là qu'il faut mettre l'effort, et la loi de transition énergétique de 2015, elle se trompe de cible. Donc vous pensez que finalement, le nucléaire, c'est pas la cible de la transition énergétique. Et pourtant, d'autres pays, dont nos voisins les Allemands, ont fait un choix totalement différent et ont décidé d'arrêter tout leur programme nucléaire pour favoriser les énergies renouvelables. Vous pensez donc que ce choix n'est pas légitime ? Je pense que les renouvelables, ils excellent dans tout un tas de domaines. Notamment, chaque fois qu'il y a des communautés qui ont des besoins en électricité, loin des réseaux de distribution, ou bien alors sur des applications embarquées. Il y en a des tas, des applications possibles pour le solaire et l'éolien. Mais je reste convaincu que ce n'est pas les bonnes sources d'énergie pour faire de la production massive à l'échelle d'un pays. Le solaire et les renouvelables intermittents, oui, si ça apporte un plus écologique, mais je dirais non si ça contribue à augmenter les émissions de CO2. C'est le cas de l'Allemagne, qui fait un effort énorme dans le domaine des renouvelables intermittents et qui, c'est le paradoxe, augmente ses émissions de CO2 depuis 2 ans. Donc les renouvelables, non si ça contribue à consommer certaines ressources naturelles, comme les terres rares par exemple pour les capteurs photovoltaïques. Les renouvelables, non si ça occupe des surfaces énormes, si ça perturbe les paysages. Les renouvelables, non si ça pollue
la planète parce que pour fabriquer des capteurs photovoltaïques, il faut de l'énergie et ça produit du CO2 quand c'est fabriqué à partir d'une énergie charbon. Dans notre pays, aujourd'hui, les renouvelables ne permettent pas, en tout cas c'est l'expérience qu'on est en train de faire en ce moment depuis 7-8 ans, ne permettent pas de réduire notre empreinte CO2. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres actions à faire et j'espère que cette nuance, passage de la transition énergétique à la transition écologique et solidaire, va permettre de préciser les actions qui sont vraiment importantes. Vous avez l'air de penser qu'Emmanuel Macron a nommé Nicolas Hulot pour changer totalement de politique en termes de transition énergétique. Mais cependant, justement, il l'a plutôt nommé pour continuer le travail qui a été amorcé par Ségolène Royal. D'ailleurs, on se rappellera que Nicolas Hulot n'a pas manqué de féliciter Ségolène Royal pour tout son travail et notamment sa loi sur la transition énergétique. C'est vrai. Je ne connais pas la feuille de route de Nicolas Hulot. Mais bon, j'ai entendu Nicolas Hulot se prononcer, Emmanuel Macron aussi. Il y a une chose qui m'a frappé quand même, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur tout. Et en particulier, pour parler du nucléaire, par exemple, pour Nicolas Hulot, le nucléaire, c'est un modèle économique du passé. Et ce n'est pas du tout le cas d'Emmanuel Macron, qui a clairement dit que pour lui, c'était une énergie d'avenir. Alors, sur ce point-là, pour ne parler que de celui-là, moi je considère que c'est quand même Emmanuel Macron qui a raison et Nicolas Hulot qui a tort, puisque le nucléaire, ça fait combien de temps qu'on s'en sert pour nos besoins de production d'électricité? Ça fait à peine 50 ans. C'est vraiment l'énergie la plus jeune. C'est celle qui présente le plus de possibilités d'amélioration pour des jeunes scientifiques comme vous qui vont inventer le nucléaire du futur, qui vont inventer les réacteurs de génération 4, la fusion demain, etc. Donc les possibilités sont énormes pour développer le nucléaire qui est aujourd'hui une énergie tout à fait jeune. Toutes les autres énergies sont beaucoup plus anciennes. Le gaz, le pétrole, on les utilise depuis un siècle. Le charbon depuis environ 2 siècles, la révolution industrielle, l'hydraulique, l'éolien et le solaire depuis l'Antiquité. Et même le solaire photovoltaïque, les premières cellules photovoltaïques, elles datent de 1839, donc c'est quand même un siècle avant le nucléaire. Donc le nucléaire, c'est bien une énergie jeune, la plus récente, et pour moi, c'est une énergie d'avenir, donc je suis d'accord plutôt avec Emmanuel Macron. Donc on verra, laissons-lui du temps à Nicolas Hulot pour voir ce qu'il va faire. Il faut quand même pas oublier que le tableau nucléaire n'est pas tout rose. On va rappeler tous les incidents qui ont eu, avec des conséquences souvent dramatiques, comme à Tchernobyl ou à Fukushima. Oui, c'est vrai. C'est un peu la conséquence de ce qu'on vient de dire. Donc le nucléaire, c'est une industrie jeune. Toutes les activités jeunes ont été critiquées, ont donné lieu à des incidents, des accidents. C'était le cas du chemin de fer, des avions, de l'électricité. Le nucléaire peut s'améliorer, c'est sûr, mais si on fait le bilan quand même du nucléaire dans ce pays, on constatera quand même que ça fait 40 ans qu'on en bénéficie. Si on en croit l'Académie de médecine, c'est quand même l'énergie qui est la plus respectueuse de l'environnement et des personnes, qui a occasionné le moins d'accidents et le moins de contamination de personnes et le moins d'effets sanitaires sur les populations. C'est une énergie qui a quand même permis, depuis 40 ans, de nous alimenter en électricité sans accident majeur, y compris dans la gestion tant controversée des déchets nucléaires, gestion qui est exemplaire. Donc je pense que le nucléaire a encore de beaux jours devant lui. De beaux jours, je vous rappelle quand même que Fessenheim a ses jours comptés maintenant. Oui, c'est vrai. Quel est le rapport entre Fessenheim et la transition écologique et solidaire? Il faut rappeler quand même que ce n'est pas Fessenheim qui est responsable du changement climatique. Ce n'est pas non plus les déchets nucléaires. Je ne connais pas de bonne raison, à part la promesse non tenue du président Hollande, mais à mon avis déjà pardonnée, je ne connais aucune bonne raison pour arrêter Fessenheim. Ni des raisons techniques, ni des raisons environnementales, ni des raisons d'obsolescence, ni des raisons économiques, ni des raisons de sûreté, à en croire l'autorité de sûreté. Bon, de toute façon, comment arrêter Fessenheim sans augmenter nos émissions de CO2 ? Pour arrêter Fessenheim, il faudra bien construire des millions de capteurs photovoltaïques. On sait que leur fabrication produit du CO2. Et Fessenheim, on n'a pas besoin de l'inventer. Fessenheim est là, c'est une des centrales les plus sûres de France, qui a subi toutes les modifications post-Tchernobyl, post-Fukushima, qui n'étaient pas forcément utiles peut-être d'ailleurs, parce qu'on sait très bien que ni Tchernobyl ni Fukushima n'auraient pu arriver à Fessenheim. En tout cas, c'est aujourd'hui peut-être la doyenne, mais une des centrales les plus sûres de France, et certainement, comme elle est complètement amortie, une de celles qui produisent l'énergie la moins chère. Donc oui, peut-être qu'on a envie d'arrêter Fessenheim. Personnellement, je ne connais pas de bonne raison pour arrêter Fessenheim. On voit que vous êtes
pas d'accord avec grand-chose des mesures qui ont été annoncées pour le programme écologique et la transition énergétique d'Emmanuel Macron. Moi, je suis quand même pas négatif sur tout. Il y a un point sur lequel je suis vraiment d'accord avec Emmanuel Macron et Nicolas Hulot, c'est ce qu'ils envisagent de faire du point de vue de la fiscalité écologique. Notamment Nicolas Hulot, il a dit que lui souhaitait, sur cette fiscalité écologique, lever les charges qui pèsent aujourd'hui sur l'entreprise et les déplacer sur les activités qui ont un impact environnemental négatif et sur les prélèvements de ressources naturelles. Alors bien sûr, que ce soit le charbon, il faudra convaincre l'Allemagne, le pétrole et le gaz, et aussi le nucléaire. Je suis d'accord que l'uranium aussi, c'est une ressource naturelle qu'on prélève. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que j'approuve vraiment la promesse d'Emmanuel Macron de mettre en place une taxe carbone contraignante. Alors c'est vrai qu'il parle de 100 € la tonne. En 2030, c'est peut-être tard, mais voilà, ça c'est une mesure importante et qu'il va falloir non seulement mettre en place pour nous, mais aussi faire accepter par nos collègues européens et puis demain au niveau international. Merci beaucoup Jean-Luc Salana. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter ? Oui, je ne voudrais pas donner une impression trop pessimiste, surtout que je pense quand même que par rapport à des jeunes scientifiques comme vous, il y a un élément positif dans les engagements d'Emmanuel Macron, c'est qu'il souhaite redonner la parole justement aux scientifiques, aux experts, à ceux qui savent plutôt qu'à ceux qui ont une opinion, aux académies de médecine, académies des sciences, à la Cour des comptes, j'espère. Par exemple, donner la parole à ceux qui gèrent les déchets nucléaires, on ne les entend jamais, ou aux industriels, ou aux chercheurs qui vont inventer le nucléaire de demain. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle. En tout cas, moi, ça me rend optimiste sur l'avenir, et notamment sur l'avenir de cette transition écologique qui va devoir intégrer l'énergie et les développements futurs de l'énergie que vous allez inventer, votre génération, pour gagner cette bataille du climat. Merci beaucoup. Merci Pierre.